Tout le monde est star. Moi, Stan Diop, je suis star chez moi. Franchement, entre mon épouse, entre mon épouse, mon père, ma mère, ma famille, tout ça, etc., c'est moi la star. Franchement, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais internationalement, je ne le suis pas. Salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve pour, je pense, la dernière de la saison. Encore une fois, une longue saison, 9 mois. 9 mois où, à la fin, finalement, bon, voilà, on est obligé directement de dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Tu vois, la saison, elle est terminée, moi, je suis pas satisfait. Mon club n'a rien gagné. Le tien aussi. Ça commence. Mais pour moi, c'est normal. On est ensemble. Pour moi, on est dans la plus grande normalité. On est ensemble. J'ai dit entre tocards, là, franchement, entre nuls. Moi, je suis habitué, en tout cas. Ça fait un moment. Ouais, franchement, c'est pas facile. Une belle saison de football, il s'est passé pas mal de choses. Aujourd'hui, on a juste envie de prendre ça bien relax, tranquille. Tiens, Wilou, je vais commencer avec ça. J'ai vu, il y a Roland Garros, là, qui a commencé. J'ai vu une photo, là, de traîner. Une belle photo, là, franchement. Je sais pas si tu l'as vu, là. Djokovic. Non. Nadal, Federer, Djoko, Andy Murray, tous là, sur le court. Il y a une belle photo là qui traîne sur les réseaux sociaux depuis le début de Roland Garros. Je pense que c'est la crème de la crème. Je pense que c'est les GOAT, c'est les légendes. Vous connaissez Wilou. En ce moment, il est en train de vérifier rapidement. Taf. Tu vois, Wilou, il est copain avec tous les IA. Il est en train de dire, les gars, où est la photo? Je sais pas, c'est normalement, tu devrais la voir rapidement. Grosse. Bah, ils ont pris pas mal de photos ensemble. Oui, ils étaient ensemble, ils se sont amusés, tu vois. C'était, je sais pas, en tout cas, il y a une plaque là pour Nadal qui a été faite aussi à Roland Garros. Bref, c'était beau. J'ai trouvé ça très beau. Beaucoup de charisme. Et je me suis demandé, dans le football, c'est qui les 4 tontons on peut mettre là-bas? Rapidement comme ça, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce genre de vidéo. C'est ce genre de vidéo où on est là pour rigoler. C'est intéressant parce que, ok, donc déjà, si on doit y réfléchir, c'est des joueurs de l'ère moderne. Donc, on va pas mettre, tu vois, des joueurs classiques, quoi. C'est forcément des joueurs du 21e siècle. Tout à fait. Et ensuite, il faut qu'il y ait 3 immenses et un quand même un peu en dessous parce que j'aime bien Andy Murray, mais soyons sérieux. Attention, à la défense d'Andy Murray, les gars te diront qu'Andy Murray, c'est le seul à avoir été numéro 1 mondial durant la période de domination de ces gars-là. C'est pour ça qu'il est là, quoi. C'est bien. Il faut l'inclure. Non, mais Andy Murray, c'est peut-être un gars en vrai, je m'y connais pas assez, mais peut-être qui aurait été du coup numéro 1 pendant beaucoup plus longtemps, etc. S'il n'y avait pas eu 3 immenses gars devant lui. Donc, est-ce que Andy Murray, c'est Neymar? Je sais pas. Franchement, Neymar, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. J'étais en train de réfléchir et j'ai dit que Murray me pose problème. Parce que franchement, je vais pas te mentir, moi dans ma tête, je mets Ronaldo, je mets CR7, je mets Messi. Après, je réfléchis, je me dis bon, est-ce que c'est Zidane? Est-ce que c'est Ronaldinho? Est-ce que c'est je suis en réflexion, tu vois, je suis dans des réflexions tout petit peu. Je pense que c'est Djokovic, Ronaldo, Nadal, Messi. Et Federer, Zidane, non? Zidane, ouais, ça marche ça. Je pense qu'en termes même de personnalité, ça marche ça. Ça marche, franchement, ça, je pense que ça marche. Ouais, j'aime bien. Qui est considéré comme le GOAT du tennis? Est-ce que maintenant c'est Djokovic? Peut-être. Je sais pas, ils ont pas tous 20 grands chelems. J'avoue que je m'y connais pas trop. Je suis pas un expert, mais il me semble qu'ils ont tous en tout cas tapé les 20 grands chelems. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, à savoir, comment est-ce que les spécialistes de tennis, qu'est-ce qu'ils diront en fait? Je sais pas. Moi, Djokovic, je l'aime bien parce que moi, j'aime bien les bandits, tu vois. 24 pour Djokovic. Ouais. Du coup, c'est le recordman. Nadal 22, Federer 20. Bon. Je sais pas. Donc, c'est Djoko Messi? Bah, du coup, ouais, mais c'est dommage parce que Nadal, espagnol, hispanophone, ça fait un peu plus Messi, gaucher aussi. Djokovic, il ressemble un peu à Ronaldo, plus grand, tu sais, même dans le morphotype. Djoko a gagné 10 fois l'Open d'Australie, 10 fois sur 24. Nadal, 14 de ses 22 grands chelems, c'est bien sûr à Roland Garros. Federer, c'est le plus équilibré. Bon, sur terre battue, il a qu'un seul Roland Garros, mais sinon 6, 8, 5, 8 Wimbledon, bien sûr. Federer, pour moi, ça a toujours été mon préféré. La classe ultime, le revers slicé, tellement élégant. Pour moi, c'est Zizou. C'est même si certains sont considérés comme un petit peu au-dessus, sur plus d'accomplissements, peut-être qu'ils ont duré plus de temps numéro 1, etc. Peut-être. Mais Federer, c'est le GOAT de nos cœurs parce qu'il est juste tellement élégant, quoi. Donc ouais.
C'est bon, on est tout à fait d'accord. Bon, maintenant, et Andy Murray, là, parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas réglé les, je sais pas, peut-être que ceux qui regardent la vidéo en ce moment dans les commentaires, ils sont en train de chercher chacun leur Andy Murray. Je pense qu'on peut sortir des Andy Murray dans chaque génération. Enfin, des Andy Murray, il y en aura toujours, en fait, tu vois. C'est des gars, ils sont très très forts, mais malheureusement, il y a toujours un ou deux qui sont plus forts et qui vont te mettre un peu d'ombre et tout, mais ça n'enlève rien sur ton legacy, tu vois. Donc, ouais, peut-être Neymar. Moi, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Franchement, en réflexion, là, je suis en train de réfléchir. J'ai dit, yeah, c'est qui le boy qui nous a bluffé ici, mais qui n'a pas fait tu vois. J'ai dit, ouais, c'est peut-être Ney, quoi. On est vraiment sur une vidéo de fin de saison. Franchement, on n'en a rien à faire, en fait. C'est pas notre problème. Si vous êtes fâché, là, si vous êtes fâché, vous pouvez quitter, partir, aller faire d'autres choses. Faut pas nous fatiguer. Ta communauté est bien branchée sur le tennis ou c'est comment? Il y a rien. Je sais même pas. J'espère, hein. Mais des fois même, ils sont, mais toi, tu me connais, la dernière fois, j'ai vu un mec dans les commentaires, il a dit, ouais, Stan, avec toi, on sait jamais où est-ce qu'on va, là. Tu sais, c'est un débrief football ou c'est un débrief Formule 1? J'étais là, j'étais en train de parler de middle truc, de championnat des constructeurs. Je sais même plus. J'étais parti en couille dans ma tête, moi. Bref, j'avais envie de m'amuser un tout petit peu aujourd'hui et voilà. En fait, la raison pourquoi je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui, un peu cette vidéo fun, c'est parce qu'il y a eu un gros débat que j'ai aimé la semaine passée sur ESPN. Sur First Take, et un gros débat en ce moment, il y a la NBA, tu vois, on passe du tennis à la NBA. Il y a la NBA. Ouais, bien sûr. Bah là, il y a la NBA en ce moment, et les gens se posent la question à savoir, les gars sont venus, ils ont dit, est-ce que Haliburton, c'est une superstar? Stephen A. Smith, il s'est posé. Bon, pour ceux qui le connaissent pas, j'ai envie de dire, je sais pas, c'est quoi l'équivalent de Stephen A. Smith dans le monde francophone? Je sais même pas, en fait, je réfléchis. Un gars qui n'en a rien à faire, lui, il dit ce qu'il pense et puis il assume ce qu'il a à dire, hein, tu vois, en tout cas. Un peu Riolo, peut-être. Ouais, un peu, voilà, comme un genre de Daniel Riolo, tu vois, un tout petit peu, c'est lui le plus écouté, ou en tout cas le plus connu. Et, pour lui, Haliburton n'est pas une superstar. Tu vois, il dit que pour lui, Haliburton n'est pas une superstar. Il considère que les superstars dans la ligue, c'est clair, c'est Jokic, c'est LeBron James, c'est, on peut dire, comment il s'appelle, c'est Giannis, c'est machin, tu vois, c'est KD, c'est Stephen Curry, like there is level to it, tu vois. Pour lui, c'est ça les superstars. Mais il va mettre un Anthony Edwards au-dessus de Haliburton. Gros débat où les gars sont pas d'accord. Il y a une partie dans le débat où ils étaient comme Haliburton is a superstar. Moi, je pense cela. Finalement, le lendemain ou le surlendemain, il nous fait ce match incroyable là où il te 0 turnover, 15 assists. Je m'arrête juste sur ça en fait. Au basketball, faire 15 assists dans un match de playoff et faire 0 turnover, mais c'est incroyable. Personne ne l'avait jamais fait. Il l'a fait. Est-ce qu'il est calibre superstar ou pas? C'est un très beau débat qu'ils ont eu là-bas. Chacun a donné ses arguments. Moi, j'ai bien kiffé, tu vois, à l'américaine. Et je me suis demandé, mais au football, nous, on a trop de boys. Ils traînent ici. Est-ce que c'est des superstars ou c'est pas des superstars, en fait, tu vois? Sur quoi est-ce qu'on se base réellement pour dire qu'un gars est une super légende ou machin et tout? Donc, je me suis dit, on va s'amuser avec Willow à passer à travers quelques noms. Je vais te donner pas mal de noms que j'ai pris en vrac comme ça. Allez. Et on va juste s'amuser à dire, en fait, déjà, la première chose qui te vient en tête quand tu penses à ce nom-là. Et est-ce que tu penses que le mec, c'est, like, is it the biggest of the biggest ou est-ce que c'est... Parce que tu peux être une star locale aussi, ça change rien, franchement. Tout le monde est star. Moi, Stan Job, je suis star chez moi. Franchement, entre mon épouse, entre mon épouse, mon père, ma mère, ma famille, tout ça, etc., c'est moi la star. Franchement, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais internationalement, je ne le suis pas. Tu vois. Donc, voilà, on va commencer facilement. On va commencer très, très facilement. Je t'en balance un comme ça. Je te balance un ancien qui vient de prendre sa retraite, Thomas Müller. C'est quoi la première chose qui te vient en tête là? Je pense, je crois que c'était, je sais plus si c'était Van Gaal ou un coach qu'il avait rencontré, genre quand Thomas Müller avait 18 ans ou un truc comme ça. Il disait genre, oula, genre ce gamin là, très très fort. Et j'étais retombé là-dessus dans un bouquin ou une vidéo où je me souviens plus. Mais en tout cas, ça m'avait rappelé la jeunesse de Thomas Müller. Et c'est marrant parce que même quand il était jeune, on n'aurait pas dit un gars jeune. Et il y en a, t'as l'impression, t'es là genre, waouh, lui, il a déjà 31 ans. Alors que Thomas Müller, c'est genre, pour moi, dans ma tête, il a toujours eu à peu près 33 ans, de la première à la dernière année. C'est son style désarticulé, pas très esthétique, on dirait un petit peu un dinosaure parfois dans la manière dont il est construit, mais c'est aussi ce fameux Raumdeuter, l'interprète de l'espace, toujours bien placé là où il faut. Je pense Müller, c'est un symbole d'à quel point le foot est magique pour sa diversité.
sais, on parle parfois des joueurs qui sont... le foot, c'est beau parce que t'es pas obligé de faire... comme en NBA, peut-être minimum 1m90 pour jouer. Tu as une variété de gabarits qui est énorme. Tu as des petits qui fonctionnent bien. Tu as tout un type de profil qui fonctionne très très bien. Et ben en même temps, tu as tout un type de profil stylistique aussi. Et du dribbleur percuteur à l'interprète de l'espace, Thomas Müller, qui brille surtout par sa science du positionnement, son leadership, son charisme. Voilà, je pense que c'est ça un petit peu Thomas Müller. Et c'est bien sûr les célébrations les plus basiques de l'histoire. On célèbre à l'endroit où on a marqué et pas 50 cm plus loin. C'est vraiment très très important. On reste planté comme un piquet à l'endroit où on a marqué. Ça, pour moi, c'est Thomas Müller. Est-ce que c'est une légende? Bien sûr que c'est une légende. Bien sûr que c'est une légende. Thomas Müller, je pense qu'on est d'accord. méga joueur d'un méga club qui a été un one club man. Ça, c'est rare aussi. J'avoue. Il n'y en a plus tant que ça aujourd'hui. Donc, ouais, si on parle... Thomas Müller, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du Bayern, je crois. Ça m'étonnerait même pas. Et en plus de cela, il est champion du monde, des champions du monde dans le pays du football aussi. Hein. Ils ont été dans cette Coupe du Monde mythique au Brésil. Ouais. Donc, joueur avec le plus de matchs de l'histoire du Bayern. Et tu regardes les gars dont il est au-dessus, Sepp Maier, Oliver Kahn, Gerd Müller, 3 immenses légendes aussi du foot allemand. Donc ouais, Thomas Müller. C'est bon, on est d'accord. Il y avait son jubilé il y a quelques heures, Djibril Cissé. Moi, j'ai repensé à Djibril Cissé. Je me suis assis, j'ai dit, yeah. Moi, c'est parce que nous, c'est la génération, j'ai grandi avec Fadiga, Djibril Cissé. Moi, c'était ça, c'était Auxerre, maillot PlayStation, machin, c'était nous, c'est notre... Olivier Capot, Philippe Mexès. Je te dis, c'est le prime, en tout cas, nous, au Sénégal, 2002, 2003, 2004, 2005, nous, on savait, il y a que ça qui m'intéressait. Je regardais Auxerre, je regardais Lens, à cause de El Hadji Diouf, tu vois, c'était clair. Et, Djibril Cissé, tu le mets où, toi, Djibril Cissé, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses, Djibril Cissé? Moi, je me dis, alors c'est là où ça commence à devenir un peu intéressant, tu vois, parce que t'as joué à Liverpool, t'as eu cette blessure-là qui, malheureusement, voilà, te freine, mais tout le monde a le respect quand tu vois son jubilé, quand tu vois comment ça a été organisé, quand tu vois tout le monde qui était là. J'ai rarement vu autant de joueurs, tous ensemble, tu vois, à part pour un événement incroyable. Donc, ça veut dire que c'était un événement incroyable d'avoir toute cette génération-là de Clairefontaine, de machin, de je sais pas quoi, de 2004, de 2006, tous ces joueurs-là. Donc, Djibril Cissé, il est où, là? Je pense que joueur... Les légendes locales, ça s'applique plutôt bien parce que je dirais légende de Ligue 1, un des joueurs les plus importants de ce début d'ère moderne de la Ligue 1, à Auxerre comme tu as dit, à Marseille aussi quand il revient après son passage à Liverpool, il a marqué les esprits. Donc ouais, je dirais ça, je dirais attaquant moderne, un peu avant l'heure, attaquant de profondeur, de vitesse, ouais tout à fait, de puissance. Et ce combo-là, acrobatique aussi, donc je sais pas, un attaquant vraiment très attaquant de jeux vidéo un peu, tu vois, genre il y a des gars qui ont été à l'époque sur FIFA, tout le monde voulait les prendre parce qu'ils étaient rapides, puissants et qui finissaient bien. Cissé à l'époque dans PES, peut-être qu'il était très très fort parce que c'est cet attaquant moderne, assez vraiment. Je dirais ça. Après, pour moi, si c'est la première chose à laquelle je pense, c'est sa célébration après la victoire en Champions contre Liverpool, où il enlève tout, il finit en slip quand il l'emporte à Istanbul contre l'AC Milan. Donc, pour moi, il est associé à cette victoire en Champions, aussi à l'époque des Reds. Et quand je regarde son parcours, je vois aussi qu'il a eu 2 saisons en Grèce au Panathinaikos, où il a joué 89 matchs, marqué 55 buts. J'ai pas suivi avec beaucoup d'attention cette période de sa carrière, mais du coup, légende locale, ça se trouve en Grèce. Cissé, c'est aussi à Athènes. Cissé, c'est peut-être un très gros truc aussi, donc tu vois. Donc je dirais ça. Mais après, par exemple, si on compare à Thomas Müller, je veux dire, pour moi, on n'est pas sur le même niveau de légende. C'est sûr et certain, il y en a pas mal en fait. Et c'est ça qui est cool dans cette liste-là en fait. C'est ça que je me suis dit, je repensais des fois, je regarde des joueurs. En fait, c'est parce que je regarde beaucoup d'anciens documentaires des fois, que ce soit genre sur la Liga ou la Première Ligue où ils montrent des anciens matchs, machin. Et la dernière fois, je m'amusais à regarder un match et j'ai vu le match Liverpool-Chelsea où Steven Gerrard il glisse. Mais Yago Aspas, il a joué ce match-là, en fait. J'étais là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est vrai que Yago Aspas, il était à Liverpool, en fait.
Il y a eu beaucoup de joueurs mais c'est une espagnols à dinguerie. Liverpool. Il y a des trucs que en fait, il y a des trucs, des fois, tu repasses et t'es comme, il y a quoi se passe quand même? C'est une légende. J'ai dit, lui, c'est une légende là-bas. Hein. Lui, tu vas au Celta Vigo, tu t'assois là-bas. J'ai dit, tu vas là-bas en Galice, c'est le GOAT. Il y a quoi se passe? C'est la légende locale ultime. Il a jamais à payer un restaurant de sa vie tant qu'il reste dans sa région. Après, il en ressort, on le reconnaît pas forcément. Tu vois, donc c'est ça, je me suis amusé un peu en me disant, mais tiens, tous ces mecs-là qui sont quand même des belles gloires dans le football, mais que des fois on oublie parce que oui, on se rappelle effectivement de Jordan, de Ronaldo, de Messi, de whatever, de Schumacher, de trucs, alors qu'il y en a eu d'autres en fait, tu vois. Il y a toujours des Valtteri Bottas, tu vois. Donc faut pas les oublier. Je vais aller sur un autre joueur, un peu plus complexe là, celui-là. J'ai envie d'avoir ton avis. Bastian Schweinsteiger. Moi, je pense à la force de sa frappe. Je pense non, mais même, le match. En fait, je me demande même, en fait, déjà, au-delà du fait que c'était un milieu de terrain complet, c'était un grand joueur, je me demande, en fait, genre, légende en Allemagne, champion du monde, après, il va en MLS, il joue un peu, les Américains, tu vois, ils s'en rappellent de lui et tout. Schweini, il s'est pas amusé un tout petit peu en Angleterre, là, à un moment donné, on n'a rien compris, là, il me semble qu'à un moment donné, ah ouais, United, 18 on matchs. était là, il y a des trucs que les gens, ils ont oublié un peu, tu vois, donc je me demande, je me dis, est-ce qu'il y a des gens dans la rue qui sont capables de le rencontrer, cette nouvelle génération, et de ne pas le reconnaître? C'est possible, tu vois. C'est ce qui serait pas un scandale, tu vois, en réalité. Mais pourtant, j'ai envie de le mettre dans, je sais pas, est-ce que je le mets au niveau des grandes légendes, ou est-ce que tu te dis que lui, c'est malheureusement, il souffre du syndrome N'Golo Kanté un tout petit peu, je sais pas, je réfléchis, je me pose cette question. Il a peut-être pas assez d'années au top niveau. Genre, il a vraiment, je pense, un pic de 3-4 ans où il est vraiment, ok, c'est shiny. Mais après, le déclin, je vois déjà à partir de 31 ans, il quitte le Bayern et il va à Munich. Et tu vois, quand tu penses à... C'est pour ça que moi, mes images de Schweinsteiger, elles commencent à remonter 2006, un petit peu plus. Toi, c'est genre Coupe du Monde 2006 Ouais, bah, le début de Schweinsteiger, effectivement, ça, la Coupe du Monde 2006 en Allemagne et tout, avec ce maillot Teamgeist, machin, le ballon et tout. Mais après, il y a eu des gros moments au Bayern. Mais c'est juste, quand je pense à des joueurs type milieu de terrain comme Schweinsteiger, etc., pour moi, il y en a pas mal qui ont vécu les années les plus fastes de leur carrière quand ils étaient trentenaires, dans leur période 30-35. Tu regardes là l'Inter qui joue la finale de Champions avec des Mkhitaryan, Çalhanoğlu a encore 31, mais voilà, 31, 32, il est en finale de Champions. Pour moi, Schweinsteiger, peut-être ça s'est arrêté un peu tôt, entre guillemets. Maintenant, je regarde le palmarès, il y a quand même 8 Bundesliga, il y a une Coupe du Monde, une Champions. On le met dans l'entre-deux. Moi, je le mets dans l'entre-deux, quoi. Parce que moi, je suis pas convaincu parce que ton palmarès, c'est une chose, ça, on peut pas enlever. Nous, on l'a vu jouer, donc on est nostalgique aussi, tu vois. Maintenant, si tu regardes un tout petit peu, ouais, moi, je dirais, c'est un Hall of Famer, tu vois. Moi, je le mets dans le Hall of Famer parce que, ouais, Schweini, quand même, moi, je me suis rappelé de pas mal de gens. C'est un grand joueur, quoi. C'est un gars, il nous a marqué. Mais est-ce que là, tu es une légende ultime internationale, machin, tout cela? Je sais pas, tu vois. En Allemagne, oui. Bah, tu vois, à l'international, peut-être moins. Tu vois, c'est un peu ça aussi. Est-ce que tu transcendes les... Parce que c'est ça qu'ils appellent superstar. C'était ça le débat aux États-Unis. C'est de dire, si tu regardes, un peu the face of the league. Si tu penses NBA, tu penses LeBron James. Tu penses NBA, tu penses Kevin Durant. Tu vois, c'est un peu, tu penses Stephen Curry, tu vois. Donc maintenant, ça va changer parce que les boys, ils ont 39 ans, 40 ans. C'est comme nous aussi, ça va changer dans le football. Messi, Ronaldo, tu vois, c'est là. Donc, maintenant, nous, on regarde, genre, c'est qui, comme tu m'avais, c'est toi qui avais posé la question, c'est qui le face of the football en ce moment? C'est qui réellement t'avais posé cette question-là, la saison passée. Et ça change vite, tu vois. Aujourd'hui, on a un petit de 17 ans, il est à Barcelone et apparemment, il a signé, je crois. Et il est un des 3-4 visages, ouais, c'est pas, moi, j'ai vu, Mais pour moi, le Hall of Fame, c'est une bonne manière d'y penser. Et dans un Hall of Fame Europe, tu vois, je fais pas rentrer Schweinsteiger parce que au vu des conditions assez restrictives, même en NBA, pour rentrer dans le Hall of Fame, c'est pas n'importe qui rentre dans le Hall of Fame. C'est assez dur de rentrer dans le Hall of Fame. Ouais. Il y a beaucoup de très très bons joueurs qui y sont pas. Et du coup, si on est aussi sévère, Müller, je le mets. Mais Schweinsteiger, je le mets pas. Je suis d'accord avec toi, ça fait du sens, franchement. Et c'est normal parce que, il y a eu trop de top players et de grands joueurs. Je t'amène sur un autre gars. J'aime bien, moi, comme ça, je fous un peu le bordel. C'est un gardien de but, je l'adore. Moi, je l'adore. C'était même, j'en ai même deux, là. J'en ai deux du même club. On va faire un 2 pour 1. C'est pas tes copains.
ils sont à côté de chez toi. Genre, c'est les cousins. Ils sont verts, vous êtes blancs. Ils ont eu 2 top gardiens que j'ai kiffé. Et je veux savoir, en fait, où est-ce que tu les mets? Le premier, c'est Spider-Man. C'est Jérémy Janot. Jérémy Janot, okay. Lui, pour moi, lui, en fait, des fois, tu sais, moi, je suis aussi bête que ça. Tu vas me poser une question comme ça, tu vas me dire sincèrement, Jérémy Janot, Buffon, tu captes de dire Jérémy Janot, hein, je m'en fous de Buffon. C'est une responsabilité qui t'incombe. Je te laisse tout seul dans cette. Non, je pensais à donc, Janot et Stéphane Ruffier. Ruffier qui, à un moment donné, il me semble, dans l'histoire, a failli être numéro 1 en équipe de France. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il est parti un peu. Je me rappelle bien, il y avait eu ce petit truc-là où, il y a un moment où Ruffier pouvait être numéro 1 en équipe de France. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. La concurrence en équipe de France, Hugo Lloris, Macha, Mandanda, tout ça, dans le temps, c'était très, très fort. C'était aussi des très bons gardiens. Et je pensais à ces 2 mecs-là. Je me dis définitivement des grandes légendes locales. Peut-être aussi un tout petit peu des légendes nationales, en tout cas pour les nostalgiques. Définitivement pas dans le Hall of Fame Europe, mais quand même. Je pense que tu forces un peu sur peut-être légende nationale. Alors, respecte un peu la France. On a eu quand même, je pense, 300 joueurs au-dessus de Jérémy Janot et Stéphane Ruffier. On peut mettre Coupé, on peut mettre comment il s'appelle le tonton là, du Paris Saint-Germain. J'oublie le Bernard Lama. Voilà, Bernard Lama. Bon. Fallait que je taquine un peu. Ruffier et Janot, à eux deux confondus, c'est 3 sélections en équipe de France. Donc soyons un peu sérieux quand même. Spider-Man et le CRS, ok, genre des bons gardiens. Et après, genre Jérémy Janot, j'étais plus jeune. Bon, ça correspond. C'était le gardien de Saint-Étienne quand je vivais mon début avec l'OL. Donc par exemple, je me souviens du derby quand ils reviennent en Ligue 1. C'est, je pense, 2004-2005, on gagne 3-2, le but de Govou, dernière minute et tout. C'était Janot. Il y a Janot qui souffre sur des coups francs de Juninho, par exemple. Il y a des images célèbres. Il y a Janot, effectivement, avec sa tenue Spider-Man et tout. Je me souviens des interviews de l'époque où il disait qu'il aimait bien le côté un petit peu folklorique du foot et tout. Et ça, c'est stylé. Il est quelque part, ça, c'était un petit peu le côté René Higuita français stéphanois, tu vois. C'est cool quand les gardiens mettent un petit peu l'ambiance de cette manière. Mais oui, forcément, quand je pense Janot, je connais pas assez bien les moments à Saint-Étienne, notamment sur les années qui ont suivi. Mais pour moi, les grands moments de Jérémy Janot, bah, c'est ça, en fait. Non, mais c'était juste. Ouais. Et en réalité, je voulais même t'amener vers ça, parce que je pense que, en tout cas, pour nous qui ne sommes pas effectivement des grands connaisseurs là, dans ce temps-là de Saint-Étienne, de l'équipe et de machin et de tout, c'est juste que, ouais, moi, il m'a marqué, tu vois, il m'a marqué par son audacité. Tu parlais tout à l'heure de Djibril Cissé, quand tu disais un peu avant-gardiste dans sa manière de faire, dans son style de jeu, dans tout cela. Ben ouais, c'était quelqu'un qui peut-être dans un monde, dans une Ligue 1 qui était un peu plus cadré et tout, qui avait un certain décorum, peut-être qu'il est venu un tout petit peu bouleverser les codes. Et ça, je trouve ça très très beau. Donc c'est des mecs qui m'ont un tout petit peu marqué dans cette jeunesse-là, tu vois. Ruffier, je l'ai trouvé très fort à une époque, je me souviens. Et effectivement, ce que tu dis sur l'équipe de France, je vois que le pic de sa carrière, c'est vraiment entre 2010 et 2016, ce qui correspond au moment de grand creux de l'équipe de France, post-Naïsna, jusqu'à au moins la Coupe du Monde 2014, on va dire. Et effectivement, j'ai des souvenirs de Ruffier, certains moments où il était un peu infranchissable sur sa ligne, très 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 fort. Il dégageait vraiment quelque chose. Et moi, en tout cas sur mes souvenirs, ça fait longtemps que je me suis pas penché sur sa carrière, mais sur mes souvenirs, je mettrais au-dessus de Janot sur sa qualité absolue. Janot qui était un gardien qui faisait 1m76, Ruffier 1m88, ça aussi je pense ça jouait. Janot qui a jamais gagné un titre de sa carrière, Ruffier un seul, la Coupe de la Ligue. Voilà, aussi pour nuancer le côté légende, l'armoire à trophées ça compte. Et par contre Janot, j'ai vu entraîneur des gardiens de l'équipe de France U21, donc peut-être un gars qu'on va voir plus dans les staffs, etc. Un petit quelque chose sur sa carrière actuelle. Il y a des boys, ils regardent la vidéo, ils savent même pas c'est qui Jérémy Janot, mais c'est pas grave, allez voir, vous allez voir. Amusez-vous. Bah voilà, donc ça te dit quelque chose peut-être sur le niveau légende. Là, on va passer sur des vraies légendes. Un autre duo, pour moi, il se vend en deux, c'est un 2 pour 1, c'est Chiellini et Bonucci. Je me pose la question à savoir, Chiellini et Bonucci dans un pays qui a connu que des grands défenseurs. C'est ça un peu moi mon problème avec Chiellini et Bonucci, c'est que je m'arrête et je me dis, mais eux déjà, est-ce que chez eux même,
Ils ont gagné l'Euro. Ils ont gagné pas mal de coupes. Ils ont dominé avec la Juve, avec Antonio Conte, tu vois. Il y a pas mal de choses. Bon, la Ligue des Champions leur a échappé malheureusement. Ils sont tombés sur un grand Barça. Après, ils sont tombés sur un grand Real en finale et tout. Tu vois, ils ont manqué un peu de chance, je pense. C'est les souvenirs que j'ai de la Juve durant ces 10 dernières années en Ligue des Champions depuis 2015. Du coup, ouais, Chiellini, Bonucci dans un pays qui a connu Nesta, Maldini, je sais pas moi, comment il s'appelle là. Et comme tu as dit, on n'est même pas, on est même. Il y en a. Baresi, c'est ça que j'ai dit. 1 million. Baresi, Gaetano Scirea. Combien de défenseurs centraux italiens est-ce que tu veux? C'est ça. Genre, tu les mets où, Chiellini, Bonucci? Moi, je pense que c'est des gars qui ont marqué notre époque. Deux joueurs qui ont marqué notre époque, tu vois. Bonucci, très intelligent, placement, qualité de long ballon et tout, décisif aussi à des moments où ils avaient besoin de lui, il l'a été. Et Chiellini, c'était Giorgio Chiellini, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, je me dis, voilà, deux mecs qui, dans 10 ans, si on discute et tout, moi, je dirais que franchement, c'était dans le monde du football défensif, c'était des top. Pour moi, c'est des Hall of Famer, tu vois. Moi, je les mets, ouais. Ouais. Sans aucun doute, sans aucune peur, quoi. J'ai pas trop de trucs, je me dis, yeah, c'était des grands joueurs, c'était des top players, franchement. J'ai clairement pas de problème avec ça. Bonucci, 4e joueur avec le plus de sélections de l'histoire de la Squadra, Chiellini 6e. Les deux, ils ont tous les deux gagné 9 Serie A. Et ils ont gagné l'Euro. Bonucci marque. C'est lui qui marque le but ou c'est Chiellini d'ailleurs sur le cafouillage? Bonucci, je dirais. Il me semble contre l'Angleterre en finale. Décisif, lui. C'est chiant, lui. Et ensuite, voilà, c'est ça. Enfin voilà, quand t'as deux gars mis ensemble, ils ont quasiment 250 sélections avec l'Italie et comme t'as dit, pays de défenseurs. Je pense peut-être c'est juste Bonucci, Chiellini, ce qui fait qu'on les associe pas autant à genre, je sais pas, Maldini, Nesta, etc. C'est qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des cheveux longs déjà, parce que ça fait beaucoup de choses pour un défenseur central italien. Flow. Ça joue beaucoup dans les mémoires. Et aussi parce qu'ils ont joué à une époque plus moderne où leurs erreurs ont été plus exposées. Les gens oublient que Maldini et Nesta aussi ont fait des mauvais matchs. Et certains vont dire « Ah, mais Bonucci, moi je me souviens de ça à ce moment-là, ça c'était pas bon, ça c'était un mauvais match et tout. » Et ouais, mais c'est sûr. Tout le monde, tous les défenseurs centraux du monde, même les légendes ultimissimes ont fait des mauvais matchs. Et c'est juste que Bonucci, Chiellini, un petit peu plus à l'ère des réseaux sociaux, donc un peu plus discrédité, comme tous les joueurs qui font partie de l'ère des réseaux sociaux, les joueurs de l'ère moderne, ils n'ont pas ce cachet de genre écrit en lettres d'or du joueur légendaire, mythologique et tout, parce que leurs performances sont beaucoup plus exposées que celles d'avant, et aussi parce que c'est plus récent. Peut-être que dans 20 ans, on parlera de Chiellini exactement dans la même phrase que Maldini, Nesta et tous ceux que tu veux. Mais pour moi, les deux, bien sûr, sont des légendes. Je pensais que tu allais parler de Barzagli aussi. Mais c'est vrai que dans cette Juve d'Antonio Conte là, c'était ça, hein, c'était Chiellini, Bonucci, Barzagli. Mais c'est ça. C'était la BBC. Effectivement, je suis d'accord. J'avoue que Barzagli, je l'ai un peu zappé, mais lui aussi il fait partie de ces trucs-là. Mais c'est les deux, ouais. Mais c'est sans doute en dessous des deux autres, même s'il y avait des moments de grande qualité. C'est quand même 2 fois moins de sélections, par exemple. Après, lui a eu une Coupe du Monde. Il était là en 2006. C'est plus vieux, donc. Et c'est ouais. Mais c'était un trio. Je t'amène sur un autre mec très petit. Il est revenu un été, un mercato, je me rappelle très bien. On était donc au mois d'août. Il revient en pré-saison. Il est chauve comme son coach. Il a fait. Non, c'était pas Giovinco. Il était chauve comme son coach. Il a joué en Angleterre. Il s'est levé un bon matin. Il avait des cheveux et puis un bon matin, il est devenu chauve. On n'a rien compris. Franchement, on n'a rien compris. Il est venu chauve avec son coach. Je me rappelle très bien. Les deux sont venus ensemble. Ils nous ont traumatisés durant toute la saison. On était en première ligue. Les coachs chauves, tu les connais, il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, je parle de Guardiola et là, je parle de David Silva. Franchement, des fois, je m'assois et je me dis, David Silva, j'ai revu les matchs de David Silva. J'ai dit, en fait, est-ce qu'il y a un boy qui est plus fort que David Silva, même aujourd'hui? Je m'assois calmement. Je dis, David Silva, moi, j'ai jamais vu un autre David Silva. J'ai pas revu David Silva 2 fois. En fait, David Silva, c'est pas juste que il est petit, il est au milieu, il tient les ballons. Non, c'est que David Silva, il claque des buts. C'est que David Silva, il est dans la surface de réparation. C'est qu'il est constamment là pour marquer. C'est qu'il y a des années ici de Guardiola où c'est David Silva, il nous a traumatisés. Les gens ont oublié. En fait. C'est des mecs qui vont passer under de radar. Légende locale, définitivement à Manchester City. Il a même sa statue là-bas, je pense, il me semble. Mais pour moi, au niveau international et tout, moi, je me battrais pour des gars comme David Silva. Moi, c'est pour ce genre de profil-là que je suis prêt à me battre, aller au charbon en disant que lui, c'est top player, superstar, ce que tu veux.
Mais ouais, bref. Donc voilà, David Silva. C'est quoi ton... Bah, c'est le joueur le plus capé de Ok. l'histoire moderne de Manchester City. Si tu enlèves les joueurs avant les années 50, ensuite, tous ceux qui sont en gros dans le top 10, les 6 premiers sont nés entre les années 20 et les années 40, donc c'est pas des noms qu'on connaît. Et après, du coup, c'est David Silva, 7e, avec Alors, 436 matchs avec Manchester City. Il y a De Bruyne qui est juste derrière, et donc qui le dépassera pas. Et voilà, quand on pense aux légendes, les joueurs emblématiques de ce Manchester City moderne, qui est le Manchester City nouveau, qui a rien à voir avec le précédent, c'est un de ces gars-là. Et lui, en plus, il a vécu... il était à Manchester Valence. City, Moi, c'est il a le fait, prime. il a fait tous les logos de Manchester Ouais, c'est City. Il est vrai. arrivé en C'est vrai, 2010. Moi, je me souviens de son moment avec Valence, parce que je me souviens d'un match Valence-Chelsea. C'était le trop Valence fort. de David Mais c'était Silva et David incroyable. Villa, Ce les Valence-là était deux David. incroyable. Et incroyable. Et il avait marqué un but, frappe quasiment depuis la ligne de touche, en rentrant sur le côté gauche, comme ça, là, sur son vrai pied. Il avait transpercé la lucarne opposée. Et je me souviens de ce match. Il était très, 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 très kiffant, ce Valence-là. Et c'était l'émergence de David Silva, qui a été un joueur absolu. 125 sélections avec l'Espagne, une Coupe du Monde, 2 euros, 4 Premières Ligues. Il n'y a pas beaucoup de plus beaux palmarès que ceux de David Et Silva. même sur le Il est terrain, en juste fait. méga Fallait juste joueur. le voir jouer. Bah oui, surtout sur Il le était terrain. petit comme 3 pommes, mais purée, il était efficace. Incroyable. Ça m'a amené à un autre mec ça m'a fait penser à lui la dernière fois. J'étais en train de penser à lui. C'est un cousin espagnol aussi, petit comme 3 pommes aussi, dangereux, qui a été efficace, mais qui va passer sous le radar durant sa carrière. Les gens vont l'oublier, mais moi je l'oublierai pas. C'est Juan Mata. Franchement, j'ai repensé à Juan Mata. J'ai pensé à Juan Mata de Chelsea. J'ai dit que lui. Grave. Ça me fait marrer parce que j'étais justement en train de préparer une vidéo il y a quelques mois que j'ai pas sorti encore, mais peut-être l'année prochaine, et je me disais les joueurs historiques sous-cotés, tu vois, ceux qu'on a un petit peu oubliés, mais en vrai, tu regardes leur carrière. ouais. Et Juan Mata était dans mon top 10. Parce qu'il y a eu genre 2 ans où Juan Mata, c'était genre un killer complet. Genre, il a eu un pic où il était tellement fort. À United, là, Mais Chelsea United, moi, là, j'ai cette pas compris, période-là. en fait. Je te dis que je revois les vidéos des fois. Je me dis, c'est des matchs qu'on a vus en plus, mais t'as oublié. C'est des matchs que t'as vus il y a 15 ans, il y a 17 ans. Ouais, t'as oublié. Tu revois et t'es comme Ouais. Comme l'intelligence de jeu, la technique. Non, franchement, Juan Mata, c'était quelque chose. Ça montre à quel point l'Espagne avait trop de bons joueurs. T'as vu comment l'Espagne avait trop de bons joueurs? En fait, et les Juan Mata n'étaient pas titulaires en équipe nationale. Hein. Ils étaient même pas titulaires en équipe nationale. Tellement ils avaient trop de joueurs, en fait. Tellement ils avaient de la qualité, cette équipe-là. Elle était tout simplement incroyable. Dans la catégorie des milieux espagnols, puisqu'on est là dans la catégorie des milieux espagnols, je vais t'en balancer un autre qui, pour moi, va passer aussi under the radar dans une dizaine d'années et tout. Mais pas pour les puristes, mais pour les gens qui aiment un peu plus, voilà, les détails et tout, on va pas oublier, c'est Thiago Alcantara. C'est Thiago Alcantara qui, malheureusement, lui, c'est les blessures qui auront fumé sa fin de carrière, Liverpool, machin, tout cela. Mais Thiago Alcantara, franchement, moi, quand je le revois, je repense à lui, je me dis, je sais pas. Peut-être que s'il reste au Barça, il va pas au Bayern, s'il attend 1 an de plus pour avoir sa chance dans cette équipe-là, parce que les Xavi, les Iniesta vont partir, mais que le boy, il est pressé, mais il va rejoindre Pep, il va au Bayern, et ça marche bien quand même. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait peut-être que dans sa carrière, à un moment donné, on l'oublie un peu plus. Parce que la dernière fois, je parlais avec un boy de quoi, 23 ans, 24 ans, là, 24 ans, et je lui dis, tu connais Thiago Alcantara? Il me dit, Thiago qui? J'étais choqué. Ça m'a fait mal, en fait. Voilà, des fois, ça me fait mal. Je crois que des boys de 23 ans, ils connaissent pas Thiago Alcantara. Ça m'a fait mal, boy. Je dis non. Ouais. Ouais, je pense que c'est plus un reflet de ton pote que de Thiago Alcantara, parce que quand même, il y a un moment, Thiago Alcantara, c'était quelque chose. Je suis d'accord, les blessures, je suis d'accord le fait que l'Espagne, il y ait tellement de qualité dans cette sélection qu'il n'a pas fait ses 100 sélections, etc. Mais les moments au top d'Alcantara, genre même l'année où ils vont en finale contre le Paris Saint-Germain, qui gagne la... Non, ça c'était... Je sais même plus. C'est l'année 2020, d'avant. c'est l'année du Covid où le Bayern il gagne la Ligue des Champions. C'est l'année-là. Je pense qu'il fait des gros matchs face au Barça, tout ça. Il me semble qu'il a joué le Barça-Bayern l'année du Covid, là. Bah ouais, pour moi c'était ça. Il y avait eu c'était peut-être le Final 8, mais là je vois ici, il est à Liverpool, 18 septembre 2020. Donc ouais, il était au Bayern
jusqu'à la finale de Champions. Et ouais, donc c'est son Final 8, si je dis pas de bêtises, qui était d'un très 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 gros niveau. Et ouais, il y a eu des moments de fulgurance, joueur il a joué le génial, match, magique au c'est vrai. milieu, la frappe, Il était est-ce là, il qu'elle a était touché là. le sol, oui ou Non, non. il était là. Le 8-2, Son il était Final là, 8, il ouais. était sur le terrain. C'était double pivot, Goretzka, Thiago Alcantara. C'était double pivot. Peut-être qu'il était revenu de blessure. Peut-être qu'il n'aurait pas pu jouer le Final 8 parce qu'il était blessé. Mais comme il y a eu le Covid, peut-être qu'il n'aurait pas pu jouer, je veux dire, la phase finale de Champions s'il n'y avait pas eu un virus qui s'était emparé du monde entier. Mais comme ça a décalé la fin de saison de 3 mois, peut-être il a pu revenir. Je ne me souviens pas, mais il y avait un truc avec ça. Et Thiago Alcantara, typiquement, un gars qui a joué Bayern, Liverpool, Barça, qui a été coaché par des énormes coachs, je serais pas surpris que lui, tu vois, on parle de certains parcours de manager, on parle de Xabi Alonso, machin. Peut-être Thiago Alcantara qui a été à un moment l'assistant de Flick là au début de saison. Genre il a pris un petit peu il a fait quelques séances d'entraînement avec lui et tout. Peut-être attention à Thiago Alcantara comme entraîneur dans le futur. Pourquoi pas? Le fils d'un grand joueur, hein, le fils de Mazinho avec son frère du coup Rafinha. Il a cet héritage brésilien aussi. Top player. Moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé, quoi. Sa manière à laquelle il se retournait. Il a un geste aussi technique, là, qu'il aime bien faire. Il a un genre de feinte de corps, là, qui fait rapidement, hop, il se retourne et tout. Franchement, boy incroyable. Je vais t'amener sur un tout autre délire, là, parce que il me reste encore. Ah, tiens, j'en ai un ici. Pour moi, lui, c'est une légende. En fait, il y a des gars qui sont devenus des légendes internationales aussi parce qu'ils ont vécu des périodes. Et des périodes qui sont ils sont vécus dans la bonne période. La bonne période, tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est un peu cette période de réseaux sociaux, cette période d'internet, cette période où on peut te propulser, en fait, à un moment donné, et tu deviens vraiment, je comprends pas. Moi, des fois, je vais voir un mec dans le football, tu vois, un mime, tu vois sa tête, et t'es comme, ça marche pas, en fait. Genre, où est-ce que dans le cricket, là-bas, ils ont utilisé la tête du boy pour venir faire un mime ici dans le football? T'es comme, yeah. Donc, ça veut dire que le gars, il a vraiment percé. 200 buts en 500 matchs. Un mec qui est venu des bas-fonds de l'Angleterre, franchement, pour arriver au sommet. Jamie Vardy. Tu le mets où, toi, dans ton truc? Pour moi, Jamie Vardy, c'est, personnellement, hein, pour ce qu'il a fait dans sa carrière, pour son background et tout, pour moi, c'est Hall of Fame européen. J'assume. On se bat, je me bats. Tu me prends par les sentiments parce que Jamie Vardy, j'adore tellement, Jamie, mais t'es juste allé un peu trop loin là. Mais Jamie, c'est incroyable. C'est le dégagement de Schmeichel, reprise de Jamie. T'es fou, quoi, toi? Bien sûr, grave. Non, mais on a tellement d'images. Mais voilà, genre, je veux pas me retrouver dans la position où je suis en train de descendre Jamie Vardy parce que j'adore. J'ai tellement vibré devant cette saison de Leicester. Quand Mahrez, Vardy, c'était tellement incroyable. Les buts qu'il mettait, genre les highlights de Jamie Vardy à cette époque, c'est comme regarder les highlights de Fernando Torres, époque Liverpool, ou Luis Suarez Liverpool. T'as des enchaînements de buts, mais ils sont ridicules, des reprises de volée lunaires et tout. Et lui, si on parle d'un joueur FIFA ou d'un Djibril Cissé plus moderne encore, Vardy, la prise de profondeur. Je crois encore The Athletic a fait un article l'autre jour, genre, il regardait quels sont les attaquants il regarde tous les numéros 9 de Première Ligue, la proportion de leurs appels dans la profondeur ou dans les pieds. Et je crois que Jamie Vardy, c'est encore aujourd'hui top 3 des attaquants qui prennent le plus la profondeur. Son style de jeu, il est clair, net. Et il a duré, mine de rien. Il a 38 ans, donc maintenant il va quitter Leicester et tout. Il a quand même marqué, alors que c'est un joueur qui repose énormément sur sa vitesse, il a quand même marqué 9 buts en Première Ligue dans une équipe qui va être reléguée et qui a tapé genre 25 points cette saison. Le truc qui m'empêche de le mettre légende, c'est que si on est honnête, voilà, Jamie Vardy, il y a une énorme saison et ensuite quelques autres machins, mais par exemple en Angleterre, c'est 26 sélections, 7 buts. Non, mais il est arrivé trop tard, il est arrivé un peu trop tard aussi. Ça a jamais été... joué un peu contre lui. Voilà. Il arrive avec un Harry Kane qui est super jeune. Il a l'occasion de jouer la Coupe du Monde 2018, il me semble. Mais sinon, voilà, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué pour lui en équipe nationale vraiment de trouver sa place parce que c'était l'équipe d'Harry Kane, hein, c'est Harry Kane qui est en pointe, hein, il n'y a personne d'autre pour prendre sa place. Ouais. Donc ouais, mais je sais pas, j'ai un sentiment de, tu sais, c'est comme ça. Hein. Même ça, je dis que le football des fois, il y a pas d'objectivité, il y a rien, il y a que de la subjectivité finalement. En fait,
En fait, il y a pas assez de longévité pour être Hall of Fame. Hall of Fame, c'est des gars qui font 15 ans à max niveau, alors que Vardy, c'est plus ce mec. Mais pour moi, c'est suffisant comme honneur et distinction d'avoir été champion d'Angleterre, le titre de champion d'Angleterre le plus stylé de l'histoire de cette compétition, une des plus belles histoires de l'histoire de ce sport. Il est au cœur de ça. Il a fini meilleur buteur de Première Ligue. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir fini meilleur buteur de Première Division et meilleur buteur de 5e Division. Quand il était à l'époque, je pense à Fleetwood ou à Doncaster ou un truc comme ça. Conference League en 2011-2012. Conférence première, pardon, en 2011-2012. Il est meilleur buteur et meilleur buteur ensuite de la Première Ligue époque Covid en 2019-2020. Donc ouais, joueur de la saison en 2015-2016. Il a été élu joueur de l'année en Première Ligue. Bonne légende locale. On va rabaisser. Voilà, on va dire bonne légende locale, légende nationale même. Légende nationale, parce que Vardy, c'est légende nationale en Angleterre. Mais effectivement, ouais, bon, peut-être que j'ai poussé sur l'Europe, mais c'est parce que moi, tu vois, c'est que c'est ça. C'est la nostalgie. J'imagine cette conversation dans 10 ans, tu vas parler à des boys, tu vas dire Jamie Vardy, ils vont te dire on a vu des vidéos, machin. Je vais dire calme-toi. On va t'expliquer le contexte. Ils sont venus avec un gars qui s'appelle Claudio Ranieri. Ils étaient censés descendre en 2e division, ils ont gagné le championnat. Je dis, on n'a pas encore vu ça. On attend le contraire. C'est genre United qui devait gagner le championnat peut-être et qui va descendre en 2e. Tu vois, genre on attend un truc du genre une équipe qui va redescendre à un moment donné, un grand. La dernière fois, je me posais la question à savoir. La dernière fois, je me suis posé la question juste comme ça. Ça m'arrive ces temps-ci, on est en fin de saison, donc je réfléchis, il y a des trucs qui tombent dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est qui le premier des grands qui va craquer dans la nouvelle ère là? C'est qui le premier qui va craquer? Arsenal, United, Liverpool, machin. C'est qui le premier qui va craquer et descendre en D2? Il y en a un qui va craquer et descendre en D2 dans les 10 prochaines années. C'est qui? Je me demande. Il y en a un qui va craquer parce que c'est arrivé historiquement. Parce que je me suis amusé à regarder historiquement et j'ai vu que United, ils sont descendus. City, ils sont descendus en 2001 ou je sais pas, whatever. C'était pas les mêmes trucs, je suis d'accord. Chelsea, ils sont descendus dans leur histoire avant la Première Ligue, bien évidemment, avant 1992 et tout. Everton n'est jamais descendu. T'es comme Everton, et chaque année, ils flirtent avec la 16e. Ils ne sont jamais descendus en 2e division, eux, depuis 1992. J'étais comme, qui va craquer en premier? Bref, en tout cas. Alors, mon idée là-dessus, c'est que la Première Ligue est un championnat dangereux parce qu'il y a 3 descentes par rapport à d'autres championnats où il y a 2 descentes et un barrage. Donc, ouais, ça peut arriver. Je pense toutefois que la Première Ligue te protège parce que la manne financière de l'APL est tellement énorme et supérieure à ce qui est gagné en Championship que ce qu'on a vu cette saison, par exemple, avec 3 clubs de Championship qui montent puis qui redescendent avec un total de points. Si tu cumulais les totaux de points de Southampton, Leicester et Ipswich, le total de points, ça te mettrait même pas dans les places européennes, des 3 cumulés entiers. Donc il y a un gap qui est fort quand même en Championship et Premier League. C'est pour ça que même un United, Tottenham qui font pire saison de leur histoire moderne quasi, ils avaient quand même 15 points d'avance sur la relégation. Toutefois, ce que je vais dire, c'est que la Premier League est devenue extrêmement compétitive. Et si tu regardes par exemple sur cette saison actuelle, 2024-2025, entre la 5e et la 11e place, donc entre Newcastle 5e et Fulham 11e, toutes les équipes entre cette 5e et 11e place étaient en Championship, étaient en 2e division. Il y a dans les 7 dernières années, tu vois. Genre, je crois que ils ont tous connu la D2 à un moment dans les 7 dernières années. Donc on est vraiment sur une Première Ligue croissance de la classe moyenne, quoi, tu vois, genre tout le monde, les Brighton, les Brentford, les Crystal Palace. Excuse-moi de te couper, on va le voir encore plus avec des Wrexham qui vont arriver. L'année prochaine, ils sont en D2. Moi, j'ai hâte de voir maintenant parce que la D2, c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur. Passer de la Champions. Ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Ouais. Mais jouer les 150 matchs là, avec les 150 équipes dans le championnat, là, c'est très dur. Eux, ils jouent tous les 2 jours. Eux, c'est la Ligue des Champions toute l'année, en fait. Donc, réussir de sortir de là-bas. Si Wrexham sort de là-bas et arrive en première division, avec le backup qu'ils ont derrière, avec les stars qu'ils ont derrière, avec le projet qu'ils ont mis en place et tout, économiquement parlant, c'est une équipe qui automatiquement peut arriver avec déjà, ils ont beaucoup de sponsoring. Ils étaient beaucoup plus riches que la plupart des clubs. C'est pour ça qu'ils sont montés aussi rapidement. En 3 saisons ou 4 saisons, ils sont arrivés en 2e division. Si la tendance se maintient, on l'avait dit en rigolant, dans 6 ans, ils sont en Ligue dans 2 ans, ils sont peut-être en Europe. Tu vois, Conference League, machin, tout cela. Dans 3 ans, ils sont peut-être en Ligue des Champions. C'est peut-être ça leur plan, en fait. Mais ça vient avec les moyens et t'as un championnat où les gars deviennent de plus en plus riches, en fait. C'est vrai. J'ai Brentford, Palace, machin, tout ça,
ça brasse de l'argent. Les prize money sont hauts, les droits télé sont élevés. Là, tu as un club qui est backé up par des Ryan Reynolds, des machins, des superstars, des Tom Brady et tout ce qui s'ensuit. Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils arrivent et qu'ils s'immiscent entre les Everton et les machins et que ça commence à nous poser problème dans quelques années, tu vois. Donc ouais, t'as raison, il y a tellement d'argent que il y a moyen que les gros clubs soient protégés, ouais, c'est vrai, par ce... C'est sûr que quand tu regardes genre les 17 qui se sont maintenus cette année, et tu dis, ok, imaginons la saison prochaine, sur les 3 qui sont promus, il y en a quand même un qui réussit à se maintenir, ou même 2. En gros, on revit pas ce qu'on a vécu cette saison. Et bah, du coup, tu regardes parmi ceux qui restent là, les 17, qui descend. Maintenant que Nottingham Forest apparemment est devenu un club qui termine 7e, maintenant que Bournemouth termine 9e, et bah en vrai, il reste qui, genre peut-être West Ham, genre West Ham qui descend, ce serait un gros truc. La vérité, c'est eux qui restent. West Ham, Everton, Wolverhampton, c'est eux. Yeah, Wolverhampton. Les Wolves peut-être, les Wolves qui ont vécu un moment très compliqué. Parce que les autres, ils tiennent chaque fois. Palace, ils tiennent. Ils vont tenir. Ils ont des bonnes cellules de recrutement. Tout. Ah oui, ça peut les fatiguer. Attention à l'Europe, peut-être. Ça peut les fatiguer. En tout cas, à suivre. Il me reste qui dans ma liste là, rapidement. Alors, il m'en reste peut-être un ou deux là, rapidement, avant de terminer tout ça. Diego Godin, tu le mets où? Parce que Godin, c'est pas petit. Hein. Moi, j'ai bien réfléchi. Je me suis assis calmement. J'ai revu Atlético, le prime de Godin, de Cholo, 2014, 2015, 2016, 2017. C'est Diego Godin, c'est quelqu'un. Hein. Diego Godin, c'est lui. Ça, c'était un défenseur. Ça, franchement, ça, c'était un défenseur. Il faut demander aux gars du Real, ils te diront ouais, ça, c'était même les gars du Barça, d'ailleurs. Incroyable. 161 légende. Il a joué toutes les compétitions, Godin. Est-ce qu'il n'a pas joué Coupe du Monde 2010, 2014? Je vais aller regarder. 39 ans. 2010, il était là. 2010, il était là, non? De Godin, déjà. Avec les autres, là. Comment il s'appelle, mon tonton, mon meilleur buteur? Forlan. Forlan. Suarez, Cavani. Forlan. Il y a des sacrés de Recoba, oublie ça, ouais, l'Uruguay, c'est que des grands. Les Recoba, mais l'Uruguay, c'est que des grands joueurs. Ouais, bien sûr, Recoba, magnifique. Donc, 99 sur coup franc sur PES, un pays de 3 millions d'habitants qui sort 2,8 millions de top players, il faut se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe là-bas. Littéralement. La Croatie de l'Amérique du Sud. Littéralement. Oui, Godin, moi je pense légende. Je l'avais dans mon truc et je me suis dit. Francescoli, le joueur le joueur préféré de Zidane, Enzo Francescoli. Sébastien Abreu, la Panenka, là. Donc ouais, Godin, je me suis dit, je pense, Godin, je le mets dans ce truc-là. Ouais, parce que symbole de l'Atlético Madrid, ça gagne la Liga avec lui. Il gagne la Copa América avec l'Uruguay. Ouais, c'est juste, c'est un des grands joueurs de l'Atlético Madrid, de cette ère Atlético Madrid antagoniste du Big Two, quasi la Champions. Malheureusement, ça se joue à rien. C'est lui qui marque le but en plus du 1-0. S'il n'y avait pas la tête de Ramos, son antagoniste finale, à lui. C'est dommage. Ouais, c'était sa finale. Ouais. Ça aurait été son truc. Ouais. C'est vraiment dommage, franchement. Peut-être que ouais. Après, bon, écoute, c'est comme ça. Hein, tu tombes sur le grand Real, le grand Barça, et à chaque fois, il y en a eu un pour venir te upset, mais ils ont quand même gagné des titres, ils ont gagné l'Europa League, ils ont gagné tout ça, non? Il me semble, il a quand même gagné quelques petits, il me semble il a l'Europa, ouais, effectivement, l'Europa de Marseille. Griezmann contre Marseille, c'est ça. À Lyon d'ailleurs. Miskin, d'ailleurs, ça m'amène sur je pense sur une légende lyonnaise. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on le met. Je pense que chez moi, il aurait pu faire mieux, ça aurait été mieux. C'est Lacazette qui part. Et j'ai vu tous les hommages qui ont été faits à Lyon. Et j'étais comme, Lacazette, franchement, quand tu t'assois calmement, tu regardes, t'es comme, il est top player. Franchement, on enlève tout. C'est ça le football, en fait. C'est quand on est dedans, on est toujours en mode, ouais, il est nul, une fatigue, il a raté, il est truc, machin, tout ça. Mais la réalité, c'est Alexandre Lacazette. Je m'assois calmement, je regarde Alexandre Lacazette de Lyon, des débuts, de Lacazette quand il est arrivé à Arsenal, des saisons qu'il a fait à Arsenal, où à chaque année, à Lacazette, qu'on le veuille ou non, c'était minimum 10 buts. Lui, assuré, c'était 10-12 buts. Il a jamais été, je pense, en deçà des 10. Peut-être la dernière saison, mais sinon, voilà. Mais franchement, un joueur très intéressant, très différent, très technique, moi, j'ai kiffé. Pourquoi j'ai aimé Lacazette? Pourquoi j'ai beaucoup aimé Lacazette? Parce que quand j'étais jeune,
il y avait un joueur que j'adorais énormément, au-delà de Thierry Henry et tout, c'était Jean-Claude Darcheville. Peut-être que les boys, ils connaissent pas Jean-Claude Darcheville. Il était à Bordeaux, il était à machin, tu vois, c'était un gars. C'était un mec, je sais pas, il peut-être devait être lutteur, lui. J'ai pas compris, en fait. Il était incroyable. Je kiffais ça. C'était mon joueur. Ouais, c'est un peu le Romelu Lukaku de l'époque en France, quoi. Il avait un bon physique, quoi. Des vrais attaquants. Moi, je kiffais ces genres d'attaquants-là, tu vois. Je sais pas, des fois, j'ai l'impression que, je suis content, parce que je me dis, j'ai l'impression que, pas pour faire l'ancien, mais on a vraiment vécu entre genre, on vit entre deux générations, puis on va arriver sur une troisième avec les Lamine Yamal, tu vois. Je trouve ça cool. Je me dis, nos parents ont vécu peut-être la même chose, mais ils avaient peut-être moins, c'était des anciennes générations. Mon père, il est né en 1960, etc. Donc, c'est des gens qui peut-être n'avaient pas forcément voilà, accès à la télé, les matchs, la diffusion, machin, alors que nous, on voit tout. Nous, on voit tout, là. Nous, même si tu rates, t'as les highlights, tu vois. Messi, hier, il a mis... Mais juste, c'est quoi le rapport entre Darcheville et Lacazette? C'était dans ma tête comme ça. D'accord, ok. Alors revenons sur mon poteau Lacazette. Et pour moi, plus que tout, Lacazette, c'est la saison 2014-2015 où on n'est pas loin de gagner le titre. C'est la saison où je suis en échange en Australie et je me réveille tous les jours à 3h du matin pour regarder les matchs de l'OL sur mon PC parce qu'on n'est pas loin du titre cette année-là. On est très très proche du titre. Et c'est la saison où on joue avec tous les gamins en plus. C'est la saison que je te dis que certains clubs doivent faire pour revenir avec leurs gosses et utiliser leur jeune génération. Je te disais Manchester United, le projet Babies, le projet Class of 2025, pourquoi pas, parce que tu vis de belles émotions avec ça. Et on avait, c'était l'année de, comme je te disais, de Fekir, de Lacazette, de Corentin Tolisso, d'Umtiti, d'Anthony Lopez, d'autres joueurs qui étaient kiffants à l'époque, Jordan Ferry, Bedimo qu'on n'a pas formé mais qui était notre latéral gauche, Steve Malbranck, le retour du patron et tout. Et Lacazette cette année-là marque 27 buts en Ligue 1. Il fait une association incroyable avec Fekir dans un 4-4 de losange où ils sont tous les deux attaquants centraux. Fekir genre second attaquant on va dire de Lacazette et Gourcuff en 10 derrière quand il était apte. Et ça c'était vraiment une magnifique équipe. Lacazette était méga fort. C'était vraiment mon régal et je pense que c'est un de mes souvenirs lyonnais récents, les plus kiffants, même si c'est déjà il y a 10 ans. Mais ouais, c'était ouf. Et Lacazette, je pense, typiquement un joueur qui, comme tu as dit, très intelligent, qui a extrait le maximum de ses aptitudes. 1m75, c'est pas très grand pour un buteur. Il n'a pas un physique de déménageur, mais juste très bon sens spatial, intelligent, ancré dans le collectif, buteur, vrai sens du but, et ouais, juste un mec qui s'est marqué, quoi. Donc c'est un Alexandre Lacazette très très différent de celui qu'on a connu au tout début avec l'OL, qui était là avec ses dreads, qui avait un nom de famille un peu funky, donc c'était un joueur au tout début un petit peu, c'est qui ce gars, Alexandre Lacazette, machin, et c'est devenu un joueur légende de l'OL, bien sûr. Je pense que ça s'arrête là pour Lacazette. Ouais, après il est très respecté. Il va être très respecté. Je pense en Angleterre, je pense que les supporters d'Arsenal en général qui sont objectifs vont respecter Lacazette pour la fidélité, le travail, le sérieux et tout. Franchement, pour moi, il a été pertinent. Après, une équipe peut galérer. C'était le cas un peu de l'équipe et tout. Durant ces périodes, ça a été difficile. On était très nuls. C'était la période Socrates, machin, tout ça. Bon, bref. Mais ouais, Laka légende. Mais c'est bien, je pense qu'on peut finir sur ces beaux mots. On peut finir sur Alexandre Lacazette. Tranquille. Je sais pas ce qu'il va faire maintenant. Je sais même pas ce qu'il va faire là maintenant. Et toi, tu vas faire quoi là? Tu fais la Ligue des Nations, tout ça, et après tu t'es off? Nations League, ouais, Nations League très kiffante. Et après, je pense donc je pars quelques semaines en voyage et du coup, j'aurai pas accès à mon ordi, tout mon bureau et tout, mais je vais tenir un petit carnet de vacances. On va faire une petite vidéo face cam tous les jours pour débriefer l'actualité du foot, les dernières infos, voilà, juste les petits trucs à écouter sur la plage, 30 minutes tous les jours et sans pression, mais pour bien préparer la nouvelle saison, parce que, mec, je sais pas si tu partages mon sentiment, mais j'ai l'impression que les coupures d'une saison à l'autre, elles sont de plus en plus courtes.
Genre la off-season, C'est n'importe quoi. ça va vite, hein. Non, mais c'est. Ouais, c'est incroyable. En plus de ça, en plus de ça, moi j'ai l'impression, ce matin, je me suis dit, plus le temps avance, plus j'ai l'impression que la Coupe du Monde des clubs, en fait, c'est bizarre, mais je dirais que les gars, ils vont propagander ça jusqu'à hyper le bail au niveau du Real. Bien sûr. Là, la propagande commence à arriver, c'est clair. Mbappé va gagner la Coupe Je vais du quand Monde. même pas regarder la phase de groupe. Non, je on va pense, attendre les mais phases. c'est Moi, je vais sûr. m'amuser peut-être pour certains matchs, genre le premier match du PSG, l'Inter, machin. Je vais peut-être m'amuser certains matchs, mais bon, on verra. Ouais, parce que c'est Atlético, non, Yeah, le je pense que premier c'est match pareil, du PSG. Atlético, des trucs comme Pourquoi ça. Je pense qu'on va s'amuser un peu à regarder. Mais bon, on verra pour la. Alors, je pense aussi la phase de groupe, ça ressemblera plus à de la pré-saison. Mais une fois que les clubs seront en quart de finale, vont jouer des gros matchs, grosses adversités, ouais, ça mettra, je pense, l'équipe A pour quart, demi, finale. Et il y aura l'idée d'aller gagner un trophée, d'aller gagner ce qui est associé à ça. Mais bon, quand même, ça fait une pré-saison, ça fait une off-season assez courte, quoi. Ça va aller très vite. Bah, j'espère que vous serez là. Nous, on sera là à la rentrée. Willou passe de bonnes vacances, profites-en. On sera toujours là. Toi aussi, Repose-toi frère. bien et tout. On se retrouve à la rentrée, ça va aller très vite, hein, je te rappelle. Tu ne le sais pas Ouais. encore, mais on doit se voir en décembre ou en janvier. On va se voir sûrement. Quelque part là-bas à Marrakech ou je sais pas où là, mais on va se voir. On verra. Moi je sais pas, moi je viens te chercher. Ne m'énerve pas. Je vais faire escale à Amsterdam, KLM, je vais te chercher. On va descendre à Marrakech. Tu vas aller voir tes cousins là, les Hakim Ziyech et tout ça. Et après, tous les Marocains. on retourne au Canada, aux États-unis et au Mexique l'été, c'est ça? Et après on retourne en décembre et on retourne au mois de juin pour la Coupe du Monde. Donc on a 2 rendez-vous la saison prochaine. Beaucoup de déplacements. Soyez là, gérez-vous. La famille, profitez-en. C'était encore un plaisir d'être avec vous durant toute l'année, encore Absolument. une fois, et j'imagine pour Bilo aussi. Et donc, on se retrouve très, très vite. En attendant, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important.